Le plaisir est à chaque fois renouvelé lorsque je vous retrouve dans le cadre de l'émission Zoom Santé sur For You Media Africa. Madame, Monsieur, bienvenue. Pour cette seconde sortie du mois de juin, nous faisons la part belle à la phytothérapie en contexte de santé, du moins de sécurité sanitaire. Pour du moins, il faut rappeler que du moins, bien que reconnus pour leurs propriétés thérapeutiques, certains produits à base de plantes peuvent contenir des contaminants toxiques ou interagir avec d'autres médicaments. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donc décidé d'aborder cette thématique ce matin. Nous l'aborderons bien sûr avec nos experts déjà bien installés sur ce plateau, juste le temps de cette courte respiration. Dr Borono Okogo Jacques-Edouard, un inconditionnel de ce programme, bienvenue à Zoom Santé. Merci Madame Justine, c'est un plaisir encore pour moi d'être sur le plateau de Zoom Santé. Et je crois qu'aujourd'hui nous parlerons encore une fois de plus d'un thème, d'une thématique qui pourra édifier nos populations et qui pourra aussi édifier tous les acteurs qui sont dans le domaine de la médecine à base des plantes et aussi les acteurs qui sont des passionnés ou alors des sympathisants de cette médecine que nous pouvons appeler la médecine patrimoniale. Je vous remercie. Président de l'Organisation des chercheurs et médecins holistiques du Cameroun, c'est bien ça? Du monde. Du monde aujourd'hui. Alors, donc, il y a une autre casquette qui s'est ajoutée. Oui, la médecine holistique, l'Organisation des chercheurs et médecins holistiques n'est pas seulement au Cameroun. C'est une organisation internationale, panafricaine, donc qui regorge tous les acteurs de la médecine holistique, que ce soit en Afrique et dans le monde. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement représentés au Cameroun, nous sommes représentés dans, on va dire même les 5 continents. Et je crois que au fur et à mesure que le temps passera, au fur et à mesure que les esprits seront éveillés ou alors réveillés, de comprendre que la médecine holistique, c'est une médecine globale qui traite l'individu dans tous ses aspects. Et vous vous rendez compte que si une médecine apporte des solutions dans un aspect physique, émotionnel, culturel, environnemental et spirituel. Pourquoi? Parce que l'individu est un tout. Alors, si on veut traiter l'individu, on le sépare, on le scinde, on le divise, sans toutefois comprendre qu'il est une composition de plusieurs aspects, alors on fait totalement, on tire à côté, comme on dit souvent, nous sommes tous des tirailleurs. Donc on va tirer à côté et on va louper même le plus important qui est de proposer la santé intégrale, qui est d'apporter donc un soulagement et même d'apporter la solution thérapeutique à tous ceux qui viendront vers vous. Et c'est un appel, c'est un vibrant appel que je lance à tous ceux-là qui sont, que ce soit de la médecine conventionnelle ou alors de la médecine dite traditionnelle, et aujourd'hui on parle de la médecine holistique. Ouvrez-vous à comprendre que le patient qui est devant vous n'est pas seulement son corps. Le patient qui est devant vous est un composite d'émotions, de stress. Comment est-ce qu'on peut l'accompagner? Le patient qui est devant vous vient d'un background culturel, vient d'un environnement ou alors d'un environnement. Le patient qui est devant vous vient d'un espace. Le patient qui est devant vous vient d'un quartier. Alors, si nous ne prenons pas tout en compte tous ces aspects-là, et le patient qui est devant vous est composé de corps et d'esprit, donc il a une partie spirituelle aussi en lui. Si nous ne prenons pas tous ces aspects en compte, alors vous allez voir que beaucoup de personnes vont à gauche et à droite, ils ne trouvent pas la solution, sans toutefois savoir que nous devons avoir cette approche holistique aujourd'hui pour pouvoir proposer les modes de traitement. C'est bien compris, Dr Borono Okogo Jacques-Edouard. À présent, c'est l'actu santé. Ce 13 juin 2025 était journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme sous le thème « Exigeons nos droits, protégeons notre peau, préservons nos vies ». Dans ce cadre, l'hôpital général de Douala a lancé officiellement une campagne de consultation visant à prendre, du moins à essayer de donner la part belle à ces personnes albinos qui sont pour elles de s'examiner dans les pathologies concernant la vue, mais aussi celles concernant la peau, qui sont les deux principales difficultés majeures de ces personnes albinos. Prenons plutôt le pouls de cette journée dans ce reportage.
À l'occasion de la 11e édition de la Journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme, ce 13 juin 2025, l'hôpital général de Douala a offert des consultations gratuites aux personnes albinos. Nous avons profité pour cette 11e édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme de justement proposer nos prestations dermatologues et ophtalmologues, dermatologues de la ville de Douala et ophtalmologues de l'hôpital général de Douala. Voilà, nous avons profité pour sensibiliser une fois de plus et consulter, apporter des soins aux personnes souffrant d'albinisme oculocutané. L'albinisme oculocutané est une anomalie congénitale de la formation de mélanine qui provoque une hypopigmentation diffuse de la peau, des cheveux et des yeux. Un état de choses qui confère aux albinos un statut de personnes ayant des besoins particuliers majoritairement accrus. La campagne a démarré par un checking oculaire. Quand nous les recevons en consultation, qu'est-ce que nous faisons? Nous les interrogeons à la recherche des symptômes dont ils se plaignent. Après, nous écoutons leurs antécédents, c'est-à-dire les maladies dont ils souffrent, que ce soit hypertension, diabète, les éventuelles allergies, s'ils ont des antécédents familiaux particuliers. Ensuite, nous mesurons leur acuité visuelle de loin, de près, corrigée ou non corrigée, c'est-à-dire avec des lunettes s'ils en avaient déjà. Ensuite, nous les examinons avec la lampe à fente, à l'aide de ce qu'on appelle la lampe à fente. C'est un biomicroscope, ça permet d'examiner l'œil au fort grossissement. Comme ça, nous voyons les anomalies attendues lors de l'albinisme oculocutané. Chez la plupart des albinismes, le point de fixation est absent et l'œil est obligé de bouger, ce qu'on appelle le nystagmus. Ils ont les yeux qui bougent parce qu'ils ont un problème de fixation. Et donc, tous ces problèmes font en sorte qu'ils ont une baisse de vision, ne leur permettant des fois pas de vaquer à certaines activités. Et donc l'objectif, c'est déjà de les réhabiliter dans cette vision à travers, souvent, la plupart du temps, les corrections optiques, c'est-à-dire les lunettes, ou alors de les réadapter à leur vision actuelle qu'ils posent à travers des centres de passe-vision, afin qu'ils puissent être confortables dans leurs activités au quotidien. Et en dernier lieu, de les protéger des autres problèmes que peut poser l'albinisme, parce que de même qu'ils posent un cancer de peau, ils peuvent proposer un cancer au niveau de l'œil à cause des ultraviolets. Donc À l'issue de ce checking oculaire, s'en est suivi le checking de la peau. Là, on vient de faire des soins de cryothérapie à l'azote liquide. C'est une technique au froid qui permet de détruire les tissus en général. Mais chez notre patiente, elle présente des lésions de ce qu'on appelle kératose actinique. C'est un épaississement de la peau du moins néfaste parce que c'est une lésion, c'est ce qu'on appelle des lésions précancéreuses. Ça peut évoluer vers des cancers à long terme. Donc avec cette technique au froid, on détruit les tissus anormaux lentement et progressivement pour qu'elle retrouve un teint normal, les taches vont disparaître progressivement. On associe à cette technique d'autres crèmes kératolytiques qui permet de continuer le travail à domicile. Une initiative fortement appréciée par ces albinos. Je suis vraiment flattée pour la campagne aujourd'hui à l'hôpital général parce que j'ai été consultée pour la première étape en ophtalmologie. Bon, j'ai eu mes verres, ils m'ont demandé d'aller acheter les verres. À base de ça, je sais que vraiment avec la grâce de Dieu, la vision serait de plus en plus mieux. Je me souhaiterais même que cette initiative continue et que cela soit au moins 2 fois l'an. Que ça ne soit pas seulement, qu'on n'attende pas seulement notre période d'anniversaire. Avec une population estimée à 2300 au Cameroun, les albinos continuent d'être stigmatisés. La séance de sensibilisation en guise de clôture de campagne a donné aux non-albinos l'occasion de changer de regard relativement au thème de la journée, à savoir exigeons nos droits, protégeons notre peau, préservons nos vies. De retour sur ce plateau, le mardi 10 juin 2025, à partir de 14h, s'est tenu au bureau pays de l'OMS à Yaoundé, capitale camerounaise, la deuxième réunion préparatoire à l'élaboration du plan stratégique du système national d'information sanitaire 2026-2030 du Cameroun. Elundu pour plus de détails. Présidé par le chef de la cellule des informations sanitaires, Massom Eitel Sylvian, la deuxième réunion préparatoire à l'élaboration du plan stratégique du système national d'information sanitaire, en abrégé SNIS,
2026-2030 du Cameroun, à laquelle ont pris part 38 participants sur les 50 attendus, a porté principalement sur l'examen et la validation du projet de terme de référence ainsi que le chronogramme de mise en œuvre. Au terme des échanges de cette importante réunion, quelques recommandations fortes ont été formulées. Parmi les principales, le lancement officiel des activités d'élaboration du plan SNIS par Monsieur le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, en fin juin 2025. La tenue urgente d'une réunion de concertation entre le MinSanté, l'OMS et les autres partenaires techniques et financiers pour aborder la question de mobilisation des fonds, l'identification et l'implication aux prochaines échéances de toutes les autres administrations et organisations susceptibles de jouer un rôle important dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan SNIS. La réunion a permis de valider les termes de référence pour l'élaboration du plan stratégique du SNIS 2026-2030, marquant ainsi une étape importante vers le renforcement du système d'information sanitaire du Cameroun. Les participants ont exprimé leur engagement à collaborer étroitement pour assurer le succès de ce processus en vue d'améliorer la qualité des données sanitaires et de soutenir la prise de décision à tous les niveaux du système de santé. Parlons à présent de cette visite stratégique du ministre de la Santé à l'hôpital Saint-Jal-de-Malte, c'est en Djombe, dans la région du littoral au Cameroun. Le 9 juin dernier, le ministre camerounais de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, a effectué une visite stratégique à l'hôpital Saint-Jean-de-Malte de Djombe en compagnie du nouveau grand hospitalier de l'ordre souverain et militaire de Malte, Dr Joseph Dieter Bolt. Cette étape, première visite africaine du responsable, reflète la haute considération de l'ordre pour le Cameroun. C'est accompagné de son Excellence Jean-Christophe Heitsiek, ambassadeur de l'Ordre de Malte au Cameroun, que le ministre de la Santé, le Dr Manaouda Malachi, est arrivé à l'hôpital Saint-Jean de Malte ce 9 juin 2025. Une visite stratégique aux allures de mission qui avait pour objectif l'évaluation de l'état d'avancement des projets issus de la coopération entre le MinSanté et l'Ordre de Malte en vue d'un renforcement qualitatif et humanisé de l'offre des soins. Dans cet élan, les deux officiels, conjointement avec les autorités territoriales, ont examiné les services cliniques, médico-techniques et les infrastructures récemment modernisées de l'établissement. Constat fait, le laboratoire de l'hôpital effectue désormais 6500 examens par an, marquant une nette amélioration des capacités diagnostiques. Les urgences, quant à elles, enregistrent 7000 patients annuels dans un cadre désormais plus salubre et mieux régulé. En matière de santé maternelle, 1200 accouchements sont réalisés chaque année avec 300 nouveau-nés pris en charge après l'accouchement. Ces avancées sont le fruit de l'engagement constant du ministère et de l'Ordre, notamment à travers une subvention de 500 millions de francs CFA pour la construction d'un internat et de services connexes. L'accueil annuel de 50 stagiaires médicaux issus des universités de Douala et de Baganté. L'extension du pôle mère-enfant et le soutien à la lutte contre le cancer pédiatrique via la Fondation Chantalbia. Des dons d'équipements, médicaments et appui logistique à plusieurs structures sanitaires à travers le Cameroun. Le grand hospitalier Dr Blolz a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers les professionnels de santé, salués comme de véritables héros du quotidien. Une reconnaissance partagée par le ministre Manaouda qui, dans un hommage vibrant, a réaffirmé leur statut de braves soldats de la santé. Cette première visite en terre africaine de ce responsable illustre la haute considération de l'Ordre pour le Cameroun, pays hôte de projets de santé d'envergure. La coopération en elle-même vient renforcer les actions sociales de la première dame, Madame Chantalbia, qui soutient avec constance les initiatives de santé au service des populations vulnérables, en parfaite synergie avec la mission humanitaire du président de la République, son Excellence Paul Biya. Voilà qui met un terme à l'actu santé. Madame, Monsieur, entrons à présent dans le vif de notre thématique du jour. Nous parlons de phytothérapie et de sécurité sanitaire. Docteur Bruno, d'entrée de jeu, que peut-on savoir de la phytothérapie? Déjà, la phytothérapie, c'est toutes les techniques de traitement à base des plantes. Parce qu'on parle phyto,
on voit les plantes, on voit le végétal, et thérapie, c'est les modes de traitement. Donc, tous les modes de traitement à base des plantes, on peut utiliser la racine, on peut utiliser l'écorce, on peut utiliser les feuilles, on peut utiliser les fleurs même. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui concourt à toucher la plante est considéré comme mode de traitement en phytothérapie. Et maintenant, dans la phytothérapie, nous avons beaucoup de variantes, parce que parfois on dit souvent il y a le naturopathe, il y a l'herboriste, il y a le phytothérapeute. Et justement, j'allais justement vous poser cette question, quelle est donc la différence entre la phytothérapie, la naturopathie, la tradithérapie, si on peut dire? Oui, oui. Déjà, on appelle ça les variantes, notamment avec la loi promulguée le 23 décembre 2024, par notre chef de l'État, le président de la République. Il y a eu, dans l'article 5, il y a eu de différentes variantes, notamment l'herboristerie. L'herboriste, c'est qui? L'herboriste, lui, son travail est seulement constitué d'aller cueillir les plantes en forêt. Tout le monde n'est pas herboriste, parce que l'herboriste a une connaissance de la forêt. Donc, n'importe qui ne peut pas entrer en forêt pour aller cueillir la plante. L'herboriste sait à quelle heure il faut entrer en forêt et à quelle heure il faut couper la plante. Vous savez qu'on ne cueille pas la plante n'importe comment. Il y a des heures de cueillette, il y a des heures de fabrication. Donc, l'herboriste, lui... les plantes diurnes et les plantes nocturnes, justement. Ouais. Alors, l'herboriste, lui, il entre en forêt pour couper la plante, pour couper les plantes médicinales. Et il en ressort donc pour proposer donc aux naturopathes, aux phytothérapeutes. Alors le naturopathe, vous voyez, nature, hein, pathos, donc celui qui est sensible, hein, qui a une sensibilité à la nature. Et maintenant, le naturopathe, dans lui, c'est celui-là qui a un ensemble de techniques, de connaissances qu'il a reçues par formation. Donc, ce qui veut dire que vous allez voir, même en Europe, dans tous ces pays, on dit toujours formation en naturopathie. Vous n'allez jamais entendre qu'on dit formation en spiritualité, non. Donc, formation en naturopathie. Donc, la naturopathie s'enseigne académiquement, ou alors la naturopathie s'enseigne. Et maintenant, nous devons savoir que ici en Afrique, il y a certains qui reçoivent la connaissance, soit par transmission d'une génération à une autre. Il y avait peut-être notre grand-père qui traitait avec les plantes. Nous, on parle plus des guérisseurs. Oui. Ici, en Afrique, on parle plus des guérisseurs. On va dire, mon grand-père était un guérisseur. Il traitait à base des plantes. Maintenant, dans le système un peu académique, un peu scientifique, un peu moderne, on parlera de naturopathie, on parlera de phytothérapie. Alors, le phytothérapeute, c'est qui? C'est celui-là qui utilise uniquement les plantes. Parce qu'en naturopathie, on peut utiliser les eaux, hein, dans le monde minéral, le monde végétal, hein, le monde animal. Donc, vous voyez que la phytothérapie, c'est uniquement le monde végétal, parce qu'on parle de phyto. Donc, phyto, c'est la plante. Et maintenant, donc, vous avez parlé de la tradispiritualité. Donc, la tradithérapie. Voilà, la tradithérapie, oui. C'est la thérapie qui se base sur la tradition. Vous allez voir qu'au Cameroun, par exemple, nous avons des tradithérapeutes. Parfois, on parle même des tradipraticiens de santé. Donc, eux, ce sont eux qui pratiquent la tradition pour apporter donc un certain nombre d'équilibres global, un certain nombre d'équilibres holistiques, équilibre physique, émotionnel, spirituel et environnemental. Vous verrez aussi que la tradipratique ou alors le tradithérapeute est en quelque sorte celui-là qui manipule, qui a la connaissance des plantes, qui a la connaissance des animaux, qui a la connaissance des minéraux, parce que quand on parle de la connaissance des minéraux, on parle plus de la lithothérapie, donc la thérapie à base des pierres. Donc, et maintenant, quand on parle des animaux, on va voir celui-là, le tradit spirituel, qui dit, peut-être ici au Cameroun, nous avons des tradis spirituels, eux là, ils vont peut-être, on va chez nos frères de l'Ouest, on dit non, il faut faire un sadaka, un rituel, par exemple, de ceci, les ancêtres ont demandé ceci, une chèvre, un dessus, il faut faire donc un repas collectif pour nourrir donc cela. C'est quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que dans nos différentes avancées ou alors dans nos différentes recherches, il y a eu un patient qui est venu
se fait consulter chez un médecin conventionnel, chez un de nos collaborateurs. Et on a fait tous les examens. On se rend compte qu'on n'a rien trouvé. On est allé voir le plus grand spécialiste. On dit, va voir tel, il est spécialiste en ceci. On part, on ne trouve rien. Dans la famille du monsieur, il y a quelqu'un qui dit, allons un peu voir, il y a un papa au village là, allons un peu le voir, peut-être il pourra nous dire quelque chose. Dès que la famille, puisque le monsieur était encore interné à l'hôpital, dès que la famille est allée voir le monsieur leur a dit, voici ce qu'il faut faire. Donc quand je dis voici ce qu'il faut faire, il a donné une démarche thérapeutique endogène pour dire que le problème que soulève, ou alors le problème que ce monsieur a, cette pathologie dont il souffre, il a besoin de faire ceci. Et dès qu'il a fait cela, donc il fallait seulement peut-être qu'on lui donne un certain nombre de décoctions naturelles. Il fallait qu'on lui dise que voilà, dans ta famille, tu avais peut-être mal répondu à un de tes arrière-grands-parents qui s'est fâché lorsqu'il décédait. Il faut donc réparer cela. Du moment où la famille a accepté, la famille n'a pas pris ça comme une superstition, comme quelque chose de fantasmagorique. Et là, ils ont accepté, ils ont adhéré. Et dans les mois qui suivaient, il y a eu un changement drastique. On s'est posé la question que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, nous nous posons la question que, mais comment se fait-il que parfois beaucoup de personnes négligent ce volet qui est un volet endogène, qui est un volet culturel et qui est un volet spirituel. Et dans la médecine holistique, donc, nous ne négligeons pas ce volet, nous prenons en compte ce volet. Pourquoi? Parce que l'individu peut avoir des symptômes cliniquement non prouvés, mais lorsqu'on entre dans une autre approche culturelle ou alors sociale ou alors anthropologique et même spirituelle, nous nous rendons compte que le traitement à base de ces procédés puisse marcher. Et je renchéris en disant que une fois qu'on lui a donné cette décoction ou alors on a fait ce petit rituel, ils sont repartis à l'hôpital et on a découvert un cas clinique. Vous voyez, le scanner qui était plus poussé n'avait rien trouvé avant qu'on ne fasse ce rituel. Et lorsque le papa a renvoyé la famille et le patient à l'hôpital, on dit on a trouvé plutôt telle chose. Donc maintenant, l'hôpital va donc s'en charger de traiter cliniquement cette pathologie qui était dans le passé considérée comme invisible à l'œil nu. Donc voilà un peu ce que nous insistons et nous disons, nous devons collaborer avec nos collègues, nos frères, nos aînés qui sont dans la médecine conventionnelle. Parce que moi, je dis toujours, c'est la médecine. Et nous voulons apporter l'équilibre en général aux patients, aux malades, à ceux qui souffrent. Alors, pourquoi ne pas donc trouver un espace de collaboration où, lorsque les cas sont difficiles dans le domaine de la médecine naturelle, nous referons aux médecins conventionnels. Et parfois aussi, lorsque certains cas sont considérés comme non compréhensibles dans le domaine rationnel ou cartésien, on refait à la médecine naturelle qui aujourd'hui nous a prouvé, et nous remercions aussi notre président de la République qui a donné l'onction à ces acteurs de la médecine traditionnelle de pouvoir aujourd'hui faire leurs preuves. Je vous remercie. On disait, lorsque nous étions au secondaire, en cours de chimie, que rien ne se perd dans la nature. Tout se transforme. Donc la nature même en elle-même étant tout, si d'un côté X on n'a pas trouvé une solution, forcément la solution se retrouvera d'un côté Y. Donc à ne pas négliger un seul aspect de ce système de santé. Rappelons à nos téléspectateurs, je tiens à préciser que tout au long de ce programme, nous verrons les bonnes pratiques de transformation, de conservation et d'utilisation des plantes médicinales pour garantir leur efficacité et ainsi minimiser les risques sur la santé. Mais avant, nous voulons vous demander quels sont d'abord ces risques qui sont liés à la phytothérapie. Déjà, il y a un problème de dosage. Pourquoi? Parce que lorsque les produits naturels ne suivent pas un canevas, ou alors comme vous avez parlé tout à l'heure de bonnes pratiques de conservation, de conditionnement, il y a des risques
énormes, notamment des problèmes d'insuffisance rénale, des problèmes de complications même dans la maladie, ou même le problème même d'aggravation des pathologies. Parce que parfois, lorsque ces conditions ne sont pas respectées, on propose une approche thérapeutique, mais ça crée autre chose. Donc, le problème de dosage déjà est un élément. Et aussi, comme autre élément, nous avons la traçabilité. Quand je parle de la traçabilité, c'est est-ce que lors de la fabrication, de la mise sur pied des médicaments traditionnels améliorés, il y a une traçabilité, notamment dans la fabrication, dans le conditionnement, comme je dis, le numéro de lot. Est-ce que les produits, les MTA que nous fabriquons aujourd'hui, nous respectons l'étiquetage, nous respectons le conditionnement, nous respectons le numéro de lot. Parce que quand on parle du numéro de lot, on voit par exemple qu'il y a une traçabilité dans cela. Est-ce que les produits sont testés? Est-ce qu'on est passé au moins par le criblage phytochimique? Est-ce qu'on est passé par les essais cliniques? Est-ce qu'on est passé par les examens de toxicité de premier stade, de deuxième et troisième niveau? Donc, je crois qu'il y a ces éléments-là que nous devons prendre en compte. Et dans les ateliers de renforcement des capacités, qui est un autre élément, des acteurs, des praticiens, nous insistons à cela, à ce que les acteurs qui aujourd'hui se déclarent membres d'une association de médecine traditionnelle, d'une association, est-ce que nous faisons l'effort au moins, avant la commercialisation de nos produits, au moins de connaître ce qu'il faut faire, les bases? C'est ce que nous insistons à expliquer dans nos différents ateliers de renforcement de capacité, dans nos séminaires, à nos membres, aux acteurs, qu'il est important parce que c'est un problème de santé globale. Et lorsque c'est un problème de santé globale, l'acteur qui met en place son médicament traditionnel amélioré ou bien son produit naturel est responsable de ce qui va arriver au patient s'il y a un cas de complication. Alors, ce que nous ne voulons pas, ce que nous voulons d'abord, c'est que les malades retrouvent la santé. Ce que nous ne voulons pas, c'est que lors de l'ingération ou bien lors de la consommation du médicament, le malade ne doit pas avoir des complications. Et d'autres, comme autre élément aussi, nous avons les bonnes pratiques de conditionnement. Est-ce que lorsqu'on cueille les plantes, lorsque l'herboriste va couper la plante dans la forêt, il ramène la plante, est-ce que les conditions de conservation de ces plantes sont respectées? Parce qu'il y a certaines plantes, par exemple, qui ne doivent pas durer. On ne doit pas laisser les plantes à l'air libre. Il y a certaines plantes qu'on ne doit pas les laisser dans l'humidité. Quand c'est exposé à l'humidité, ça prend des champignons. Et lorsqu'on va les mettre dans des bouteilles ou dans des contenants, ça peut développer des champignons. Et lorsque le patient va consommer, ça va engendrer autre chose. Vous allez voir que certaines personnes vont dire j'ai plutôt mal au ventre dès que j'ai consommé ce produit. Donc, nous devons respecter ces règles de bonnes pratiques de conservation, de bonnes pratiques de conditionnement et de bonnes pratiques aussi de mise sur le marché. Alors, je crois que l'État camerounais est assez large, assez gentil parce que pour mettre sur pied déjà son MTA aujourd'hui, il y a des facilités. Le ministère de la Santé publique est là. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu l'autorisation de mise sur le marché. Et je pense que ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Renseignez-vous, rapprochez-vous des associations, rapprochez-vous des organisations. On vous dira, on vous donnera la procédure à faire pour que tu puisses mettre sur pied ton MTA, pour que tu puisses mettre ton médicament efficace, surtout parce que nous disons toujours les médicaments traditionnels améliorés de qualité. Ne prenons pas un truc qui n'a pas fait sa preuve et nous voulons mettre sur le marché pour peut-être bénéficier de quelque chose. Mais prenons nos produits efficaces. On parle toujours du produit phare. Si tu as un produit phare et que tu sais que ce produit-ci a fait des prouesses, n'hésite pas de te rapprocher pour qu'on puisse te donner la démarche à suivre afin que le ministère de la Santé puisse nous donner ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Et vous pourrez aider dans les Camerounais, pas seulement le Cameroun, l'Afrique et le monde. Et moi, je pense que l'une aujourd'hui des plus grandes avancées, c'est de pouvoir donner, de redonner la santé. Parce qu'un peuple qui n'a pas une santé faite,
les choses ne vont pas avancer. Le développement même ne va pas se faire. C'est parce que si tu n'as pas une santé forte, tu ne vas pas raisonner. Si tu n'as pas une santé forte, tu ne vas pas travailler. Si tu n'as pas une santé forte, tu ne pourras pas développer ton continent, tu ne pourras pas développer ton pays. Alors, je pense que c'est un moyen pour nous de contribuer favorablement à cela. Je vous remercie. C'est bien compris, Dr Borono. Nous sommes dans un contexte où le médicament traditionnel amélioré est de plus en plus présent. Longtemps avant, ou du moins quelques années en arrière, on n'avait pas cette possibilité d'arriver peut-être dans des cérémonies ou alors des séminaires ou alors des expositions, rencontrer des personnes qui sont vraiment à même de vanter et de parler de ce médicament traditionnel amélioré. Même des jeunes qui avaient, on me disait parfois au quartier, honte, aujourd'hui sont de plus en plus entrés dans cette pratique-là. Ils se sont lancés dans la production des médicaments traditionnels améliorés parce qu'ils ont compris qu'il est temps de retourner aux sources et que la source a toujours été celle qui est du moins la meilleure science, la meilleure médecine, celle qui ne, du moins les risques secondaires sont assez minimisés. Maintenant, après que vous ayez étalé ces différents risques liés à la phytothérapie, nous allons actuellement engager, je pense même que le nœud même de ce problème qui est en quelque sorte ces bonnes pratiques de transformation, de conservation, mais aussi d'utilisation de ces plantes-là, afin que des personnes qui nous suivent puissent être du moins assez éduquées sur ces pratiques-là et également avoir de la connaissance quand il faudra choisir tel ou tel médicament. On va commencer par ces bonnes pratiques de transformation. Vous avez plusieurs fois lancé des communiqués au sein de l'association comme quoi des personnes qui avaient des médicaments devraient venir s'enregistrer pour passer à une sorte de diagnostic, si je peux me permettre de le prononcer ainsi. Dans ce diagnostic-là, quelles sont les bonnes pratiques de transformation? Déjà, il y a, comme je parlais tout à l'heure, nous avons les premiers essais, les essais phytochimiques. Et là, ça te permet d'abord, toi en tant qu'acteur de la médecine traditionnelle, quand on te dit viens avec ton produit pour tester, cela ne veut pas dire qu'on va prendre ta connaissance, on ne va pas prendre ce que tu sais faire, non. C'est pour ton bien, c'est d'abord un élément de sécurité pour toi et un élément de sécurité pour ton patient. Parce que quand tu connais ce que ton produit est capable de faire, ce que ton produit peut faire dans un domaine de large spectre. Si le produit, par exemple, je prends un exemple, je prends l'Agerantum conozoïde, l'Agerantum communément appelé le roi des herbes. Et lorsque on fait, par exemple, un criblage photochimique de l'Agerantum conozoïde, nous allons comprendre que dans le quotidien commun, on sait que le roi des herbes est un anti-inflammatoire, est un antibiotique. Mais lorsqu'on va te faire un examen d'un large spectre, on te dira aussi que le roi des herbes est un anti-inflammatoire. Le roi des herbes permet de soigner les blessures inguérissables. Le roi des herbes, donc, c'est un peu ça. C'est ce que nous voulons donner aux acteurs et à la population. Ce n'est pas quelque chose qui va être négatif pour lui ou bien pour l'acteur ou bien non. C'est pour te permettre que, en dehors peut-être de la connaissance que tu as du roi des herbes, qui est peut-être un antibiotique, tu peux aussi proposer un large spectre en disant peut-être que tu sors un autre MTA, toujours avec le roi des herbes, peut-être un anti-inflammatoire, contre les blessures inguérissables. Donc voilà un peu ce que nous voulons proposer aux acteurs dans le domaine de la médecine traditionnelle, dans le domaine de la médecine holistique, notamment dans l'approche scientifique. Parce qu'il y a aussi l'approche scientifique. Lorsqu'on teste les produits, c'est une approche scientifique. Nous partons dans des laboratoires. Il y a la faculté de médecine des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala qui a un laboratoire d'analyse et que beaucoup ne le savent pas. C'est un laboratoire compétent, c'est un laboratoire qui est là pour permettre à ce que les acteurs puissent tester leurs produits. Et ça, c'est en premier avec le screening phytochimique. Et après, pour ceux qui ont encore un peu plus de possibilités, nous commencerons par les tests de toxicité. Les tests de toxicité, nous allons, par exemple, prendre un rat, puisque le rat est les rats de laboratoire, les cobayes de laboratoire, ce sont eux qui peuvent, on injecte par exemple, si tu dis tu soignes le diabète,
on injecte à un cobaye le diabète. Et on prend donc ton produit sur un nombre de temps, sur un processus de temps peut-être de 6 mois, on commence à lui donner ton produit. Et si son taux d'insuline ou alors son taux de sucre baisse, là on va savoir que ton produit que tu as mis sur le marché, sur le territoire, est efficace. Donc, c'est un peu ça. Nous voulons vraiment que les recherches soient poussées. Ne nous cachons pas dans les maisons. Ne dites pas qu'on vous poursuit pour connaître vos recettes. Non, on ne poursuit pas pour connaître. C'est pour le bien de l'acteur, c'est pour le bien du naturopathe et c'est aussi pour le bien et surtout, c'est un cas de santé publique. À présent, on va s'attarder à la conservation. Voilà. Déjà, en termes de conservation, comme je disais tout à l'heure, nous n'allons pas cueillir, l'herboriste ne va pas cueillir la plante, il met dans un sac en plastique, il met dans un sac qui n'est même pas propre et on expose n'importe comment. Il faudrait que nous ayons des endroits où nous allons stocker. Docteur, vous voulez par là dire que ces mamans, ces femmes qui vendent dans nos marchés, on a dans presque tous les marchés de Douala des femmes qui sont dans des rayons de médicaments traditionnels. Et pour la plupart, ces médicaments, ces plantes médicinales sont installées sur le sol. Parfois, d'autres ne prennent même pas la peine de mettre une bâche avant de poser les médicaments dessus. On a juste installé ça sur le sol comme ça. Et quand on sait que ce sol regorge plusieurs bactéries, du moins de la saleté, est-ce que nous sommes en danger en consommant ce genre de médicaments? Je vais dire oui, nous sommes en danger en consommant ce genre. Mais si nous passons par la sensibilisation, parce que moi je dis toujours, personne, ce n'est que l'ignorance. Si on le fait, c'est parce qu'on ne sait pas. Alors, pour pouvoir connaître, il faut donner la connaissance. Et donner la connaissance, c'est quoi? C'est de sensibiliser. Et je crois que ces acteurs-là qui sont dans les marchés, pour ceux qui regardent ce programme aujourd'hui et pour ceux qui descendront sur le terrain, on va commencer à sensibiliser ces acteurs-là que non, madame, maman, comme tu mets ton truc au sol, là, tes médicaments, tes plantes au sol, là, ce n'est pas hygiénique. Cherche peut-être une étagère, oui. Tu déposes tes plantes là-bas. Pour la sécurité même d'abord du patient, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se soignent à base des plantes. Ils peuvent aller dans nos différents marchés, ils achètent. S'ils ne savent pas, il y a certains qui achètent même déjà cuit. On a cuit, on a composé, on a fait cuire, on a mis dans des bouteilles. Et parfois, on ne sait pas, vous pouvez arriver où le médicament a déjà fait peut-être plus de 2 jours, plus de 3 jours, on ne sait pas le nombre de temps que ça fait. Voilà, c'est donc pour cela que je dis, dans nos ateliers de sensibilisation, nous formons les acteurs dans la conservation de leurs médicaments traditionnels améliorés. Et maintenant, est-ce qu'il y a certaines plantes qui ne supportent pas la chaleur? Vous allez placer une plante toute la journée. Ça a déjà détruit en grande partie le principe actif. Donc, nous formons, nous sensibilisons tous ces acteurs-là qui vendent les plantes à comprendre qu'il y a certaines plantes même qui ne doivent pas trop être exposées sous le soleil. Il y a certaines plantes qui ne doivent pas trop être exposées sur les intempéries. La pluie ne doit pas toucher un certain nombre. Donc, nous devons respecter cela. Et j'entre toujours dans le domaine, par exemple, de la conservation des écorces. Parce que beaucoup, aujourd'hui, utilisent les écorces. Oui. Parce que les écorces aussi, c'est un peu plus économique aussi. Beaucoup utilisent les écorces et lorsque nous passons peut-être par une décoction, donc la décoction c'est quoi? C'est de prendre l'écorce et de faire bouillir dans de l'eau. Si l'écorce n'a pas été lavée au préalable et que nous avons juste pris l'écorce, nous avons trempé et que comme les écorces peut-être se plient, un escargot se cache au-dedans, un cafard se cache au-dedans, ou alors un mille-pattes se cache au-dedans. Donc, ce qui veut dire que tu as fait un bouillon de culture d'un médicament traditionnel amélioré avec un élément animal. Donc, et ça crée autre chose. Un corps étranger. Un corps étranger et ça crée autre chose. Donc, nous sommes là pour sensibiliser les acteurs afin de comprendre qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire mieux qu'hier. Et si nous avons la possibilité de faire mieux qu'hier, nous pouvons rencontrer déjà des cliniques de santé naturelle.
Hein, et c'est beau. Tu pars dans une clinique naturelle, tu vois comment les produits sont bien conditionnés. Tu vois comment les produits sont mis dans des bouteilles en verre. Et là, tu comprends un peu du sérieux. C'est fort, et ça va pousser les acteurs, ça va pousser même les mécènes à dire non, ces gens-là comprennent déjà ce qu'il faut. Ils essayent déjà de comprendre. Regardez en Chine. Regardez au Japon, regardez en Inde, où tout le monde veut ruer pour là-bas pour aller se former en médecine traditionnelle. Pourquoi ne pas donc copier et le refaire ici en Afrique, au Cameroun en particulier, comme les Chinois ont fait, comme les Indiens ont fait. Nous aussi, qu'est-ce qui nous dépasse de le faire? Le Camerounais est suffisamment intelligent. Le Camerounais a les capacités. Pourquoi nous aussi on ne peut pas le faire? C'est la question que je me pose. Alors que nous sommes doués, nous sommes capables de le faire et de faire même mieux. Parce que j'ai été en contact avec des Indiens. Eux, ils veulent plutôt venir en Afrique. Ils disent non, vous les Africains, vous avez ce qui est mieux. Nous, on veut aller là-bas. Ils disent non, ils veulent venir ici. Alors, moi, je dis finalement, nous-mêmes, on ne sait pas, on ne connaît pas la compétence que nous avons, on ne connaît pas les connaissances que nous avons. Et si on ne les connaît pas, d'autres vont les exploiter. Vite fait, nous prenons donc le dernier aspect qui est celui de l'utilisation, parce que nous avons vu la transformation, la conservation. Maintenant, nous allons prendre l'utilisation avant d'aller au pas de course, prendre notre prochaine rubrique, la chronique du docteur. Voilà, dans l'utilisation des plantes ou bien des éléments de la phytothérapie, il faut respecter les doses. Parce que si on te donne par exemple, un bidon de 5 litres de bois. On te dit, prends un verre le matin et un verre le soir. Tu dis, non, pour que le produit travaille vite, il faut que je prenne 5 verres. Vous voyez qu'on est déjà en train de passer à une overdose. Alors, dans le processus d'utilisation, nous devons respecter les doses qui ont été prescrites. Si on te dit, c'est 100 millilitres, si on te dit c'est 100 millilitres, c'est 100 millilitres que tu dois boire. Ne dis pas que non. Comme c'est le médicament traditionnel, je veux que ce soit plus rapide dans les faits. Vous allez voir que vous allez vous intoxiquer. Justement, c'est donc un problème assez crucial aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous, en tant que responsable d'association, vous faites aujourd'hui pour du moins pour pallier à ce problème? Parce que quand on parle aujourd'hui du médicament traditionnel amélioré, les médicaments qui viennent d'ailleurs, dans la boîte, on a une sorte de posologie, comment utiliser et même les effets qui peuvent s'en suivre. Qu'est-ce qu'il faut donc aujourd'hui pour que nos médicaments, nous aussi, puissent respecter ce style de normes et tout, et que des personnes ne se retrouvent pas à vouloir dépasser une dose ou quoi que ce soit, mais qu'on ait ce genre de packaging conséquent? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, que nous entrons par des formations. Il faudrait que les acteurs soient humbles de se faire former. Même si tu as 80 ans, que c'est ton grand-père qui t'a donné, que tu as reçu ça de ton grand-père, aie l'humilité de t'asseoir et d'écouter aussi qu'on peut te dire que papa, maman, tu es fort, oui, tu connais ton domaine, tu es expert, on n'en disconvient pas, mais viens t'asseoir à te former pour connaître que si tu as ton produit aujourd'hui, tu peux donner ça à un patient, il part chez lui, il boit ça sans problème. On lui dit c'est 100 millilitres, il boit c'est 100 millilitres. C'est 250 millilitres, il boit. Il n'aura pas de problème. Donc, moi, je dis juste que les acteurs de la médecine traditionnelle ou même de toute autre médecine doivent être humbles, de savoir s'asseoir à ce qu'on peut aussi leur donner. Parce qu'on dit toujours, personne n'est parfait, personne n'est plein. Il n'y a aucun verre qui est plein. Nous avons toujours quelque chose qu'on doit rajouter dans le verre. Et si on est humble, on va beaucoup apprendre des autres. Nous allons au pas de course prendre la chronique du docteur, cette fois-ci qui s'intéresse à la pyélonéphrite, autrement appelée infection urinaire aiguë. Parlant de pyélonéphrite aiguë, comme définition, disons simplement qu'anciennement, c'était appelé une infection urinaire haute. N'est-ce pas? C'est donc une infection des voies urinaires d'origine beaucoup plus bactérienne qui va toucher le parenchyme des reins. Voilà. Alors,
Le germe ou bien la bactérie la plus souvent citée, c'est l'Escherichia coli, qui est retrouvée dans pratiquement 85 à 90% de cette infection. Il faut également dire que la femme adulte est beaucoup plus à risque de présenter cette pathologie versus l'homme. Indiquons également que les enfants ne sont pas en reste, et donc c'est une infection qui va véritablement concerner toutes les tranches d'âge. Pour certains patients qui vont se présenter avec la fièvre et les frissons, ce sera une douleur esquisse au niveau d'un flanc. Il peut s'agir du flanc gauche ou du flanc droit. Également, cette douleur du flanc va irradier vers, n'est-ce pas, la région lombaire et vers l'appareil ou les organes génitaux du patient. C'est un patient qui va également se plaindre ou présenter des vomissements. Il peut avoir de la diarrhée. Également, une altération de l'état général. Maintenant, il faut aussi rappeler qu'il y a des signes de gravité de cette pyélonéphrite aiguë. On peut parler d'hypotension artérielle. Également, une baisse, n'est-ce pas, de la saturation de l'oxygène dans le sang, une oligourie qui est en réalité une baisse du taux ou bien du débit urinaire sur 24 heures. Le patient peut vraiment avoir des confusions comme signe de gravité. Et surtout, cela concourt à ce que nous appellerons un sepsis, qui est en réalité la forme la plus aiguë ou bien de l'infection négligée. Alors, concernant le diagnostic clinique, simplement, ce sont les signes dont nous venons de citer, que ce soit une pyélonéphrite aiguë simple ou une pyélonéphrite aiguë avec des signes de complications. Mais il est surtout important, n'est-ce pas, de rechercher, que le médecin recherche sémiologiquement un signe presque pathognomonique, n'est-ce pas, ou presque évocateur de cette maladie que nous appelons le signe de Giordano. Donc, lorsqu'il est positif, cela peut confirmer pratiquement à 90% cette affection qu'est la pyélonéphrite aiguë. Tous les médecins qui sont passés par une faculté de médecine savent comment rechercher, n'est-ce pas, ce signe de Giordano. Le diagnostic paraclinique, il sera beaucoup plus orienté vers le laboratoire, et donc on demandera au patient une barre de lait urinaire, un examen cytobactériologique des urines, afin de mettre en évidence le germe qui est en réalité responsable de cette pyélonéphrite. Souvenez-vous, on a dit à 90% pratiquement, ce sont les Escherichia coli, mais d'autres germes peuvent être aussi à l'origine de cette infection. Étant donné que c'est une maladie qui touche le parenchyme rénal, il va falloir avoir une idée sur la fonction rénale. Ça va donc passer par l'examen demandé du ré et la créatinine. Une numération de formule sanguine peut être aussi demandée, une CRP, afin de confirmer ce syndrome inflammatoire et infectieux que la pyélonéphrite aiguë. Lorsque la pyélonéphrite ne présente pas, n'est-ce pas, les signes de gravité, le traitement doit être entrepris en ambulatoire, c'est-à-dire on fait une prescription au patient qu'il prendra à la maison. Il ne reviendra au rendez-vous que pour le contrôle et le suivi. Mais si les signes de gravité sont présents, écoutez, le patient doit être hospitalisé. Voilà, afin de mieux prendre en charge, n'est-ce pas, cette maladie qui peut s'avérer très dangereuse pour la survie des reins de ces patients. Chez les nourrissons âgés de moins de 3 mois, d'emblée, ils seront hospitalisés. Que la pyélonéphrite soit aiguë, qu'elle présente des signes de complications ou pas, chez les tout petits, les nourrissons de moins de 3 mois, ils sont hospitalisés d'emblée. Maintenant, concernant le traitement proprement dit, s'il n'est pas possible d'avoir un antibiogramme dans les bons délais, alors une antibiothérapie probabiliste est recommandée. Et cela fait appel à la catégorie ou à la famille d'antibiotiques des céphalosporoïdes de 3e génération, ou également une antibiothérapie
venant des fluoroquinolones. Mais en cas de signe de gravité, on propose ou on préconise de donner une bêta-lactamine ou une aminoside. Et finalement, les carbapénèmes dans les situations un peu plus complexes. À noter que la durée du traitement est entre 10 et 14 jours pour avoir des résultats escomptés du traitement. Disons que dans la majorité des cas, l'évolution sous traitement est favorable avec disparition des signes environ les 72 heures. Alors quand le traitement n'est pas exécuté à temps ou il est mal administré, les complications possibles sont les suivantes. On peut avoir une obstruction, n'est-ce pas, des voies urinaires, on peut avoir un abcès rénal, on peut également avoir une pyélonéphrite, cette fois-ci emphysémateuse, qui va se traduire par une collection, n'est-ce pas, de pus ou une purulation due à une surinfection de ces bactéries qui n'ont pas été soignées à temps. Et finalement, on peut avoir une insuffisance rénale. Tout sur le plateau de Zoom Santé, nous nous acheminons vers la fin de ce programme. Dr Borono, est-ce que vous avez un mot d'abord à dire sur l'infection urinaire concernant les hommes, notre thématique de la chronique? Oui, déjà, comme conseil, je peux juste dire que les hommes doivent se contrôler, ils doivent faire des tests. Parce que nous conseillons aux gens d'aller dans les hôpitaux. Allez vous faire des prélèvements pour éviter. Parce que tu vas ressentir un pincement, un picotement, tu vas dire que c'est rien, alors que c'est un début d'une infection. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te faire tester, il faut faire des examens. Et après, lorsque tu as les résultats, ne te dis pas que ça va passer après 2 jours. Prends le traitement, suis le traitement directement parce que ces infections urinaires-là sont les causes de beaucoup de problèmes d'infertilité chez l'homme. Donc les infections mal soignées, si tu as une infection et que tu commences à ressentir une gêne, n'hésite pas de chercher à trouver la solution le plus tôt possible. Donc le conseil, c'est de chercher à trouver la solution et de ne pas négliger. Ne soyons pas négligents. Ne dites pas que nous sommes forts, que ça va passer, non. Lorsqu'on ressent déjà une gêne dans le corps, il faut prendre une action, il faut aller de l'avant et pour pouvoir trouver la solution. Ça, c'est d'un. Et de deux aussi, c'est d'éviter un peu ce qu'on appelle le vagabondage sexuel. Parce qu'un homme qui avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partenaires, et qu'il ne contrôle pas, il ne connaît même pas leurs antécédents à tous ces partenaires-là. Voilà. C'est la même chose aussi pour la femme. Si tu avais 1, 2, 3, 4, 5 partenaires, tu ne connais pas les antécédents de ceux-là, tu peux facilement attraper une infection. Et aussi même, sans oublier aussi nos sous-vêtements. Parce qu'il est plus conseillé aux hommes de prendre des sous-vêtements en coton que de prendre des sous-vêtements en polyester. Polyester en nylon. C'est pareil pour les femmes. Et maintenant, pour sortir en contexte de phytothérapie et de sécurité sanitaire, que faut-il retenir? En contexte de phytothérapie et de sécurité sanitaire, le domaine, la balle est plus jetée, ou alors l'encre est plus jetée aux acteurs de la médecine traditionnelle. Ce sont eux qui sont les détenteurs. Ce sont eux qui ont les savoirs endogènes. Et maintenant, quand tu détiens quelque chose, il faut pouvoir bien le transmettre. Il faut pouvoir bien donner les traitements. Et pour bien donner les traitements, nous avons énuméré ce qu'il faut faire. La traçabilité, le dosage, la formation. Et j'insiste sur la formation des praticiens. Allez vous former, venez vous former, venez dans les ateliers. Nous organisons des ateliers de renforcement des capacités. Il y a très peu de personnes. Mais on a beaucoup d'acteurs qui disent qu'ils soignent. Donc c'est un problème à soulever. Nous organisons les ateliers de renforcement des capacités des acteurs. Venez vous faire former. Ne dites pas que vous connaissez tout. Personne ne connaît rien. Nous sommes tous dans le processus d'apprentissage. Et comme je dis toujours, soyez humbles. Comportons-nous comme le verre d'eau vide. Un verre d'eau plein n'a plus besoin de quelque chose. Mais quand tu sais que tu es vide, tu as besoin qu'on t'ajoute. Et c'est pour ton bien et pour le bien de tes patients. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Dr Borono Okogo-Chakedoa, président de l'OCMH, organisation des chercheurs et médecins holistiques du Cameroun et qui aujourd'hui se retrouve dans tout le monde entier. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à la partie technique pour la réalisation de ce programme. Prenez toujours soin de votre santé. À la semaine.